Marie-Claude, bonjour. Bonjour Ève. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une investigation pour l'Académie Grifasi. L'investigation numéro 190, dont tu ne connais pas le sujet. Non, je ne connais pas. Alors ce protocole est exécuté par plusieurs binômes dans plusieurs pays différents. Et je pense qu'il est intéressant de regarder un maximum d'investigations afin d'en garder le noyau commun pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je vous encourage également à regarder la vidéo qui suit cette investigation, celle de Calogero, où il reprend notamment dans ses explications ce que je viens de vous partager. Voilà, alors Marie-Claude, je t'invite à fermer tes yeux. Juste, je peux dire une petite chose. Oui, Je vois pas le haut de ta tête. Si ok, tu veux, voilà, ce sera plus joli. Voilà. c'est cool. Alors c'est parti Marie-Claude, À tout à l'heure. à tout de suite. Alors tu prends une profonde inspiration Marie-Claude, très profonde. Et tu te remplis de cet oxygène très profondément. Tu expires par la bouche. Et une fois à nouveau, tu inspires profondément par le nez. Et tu expires par la bouche. Et ton corps devient de plus en plus lourd. Je vais compter Marie-Claude de 5 à 1. 5, chaque palier. À chaque palier, tu laisses ton corps s'enfoncer de plus en plus. 4, 3, 2, et 1. Et maintenant, Marie-Claude, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connecteras aux informations concernant les serial killers. Et tu attends mes prochaines consignes. 1, 2, 3. Comment est-ce que tu te sens, Marie-Claude? Ça va. Es-tu connecté à un tueur en série en Alors, particulier? alors oui, là, je vois un homme il a l'air assis comme s'il était, tu sais, au parloir d'une prison. Mhm, Et je vois, il n'est pas tout seul, quoi. Il y a un reptilien mhm. qui est là.
Alors, focus sur l'ADN, l'ADN éthérique. A-t-il des caractéristiques communes avec d'autres serial killers? Oui ou non, dis-moi. Focus Alors, sur l'ADN. tu me demandes le serial killer que je vois, a-t-il par rapport à son ADN? Focus sur son ADN Oui. et vérifie si les tueurs en série ont le même ADN. Alors, je peux pas te répondre pour l'ADN, je sais pas pourquoi, mais je vois que tous les serial killers, en fait, c'est des personnes qui sont, comment on appelle ça? Parasité. Voilà, elles ont vraiment l'entité en eux, en fait. C'est pas comme quelqu'un qui a interféré, ils Ils n'ont sont, plus le contrôle. voilà, ils ont plus du tout de contrôle. Mhm. Ils sont à 10% dans leur corps. Alors justement, Les 90 autres pourcents, c'est l'entité qui est là. plonge dans ces corps. Plonge Marie-Claude Oui. et regarde si il ressort des similitudes dans leur ADN. Regarde. Ont-ils des caractéristiques communes autres que cette possession? C'est drôle parce qu'au départ, c'est des hommes, la plupart. Il peut y avoir des femmes, mais ils ont une fragilité. C'est des hommes fragiles. Mhm. Les 10% que je vois, c'est ça que je te parle, les 10% humains, c'est des hommes qui sont très sensibles, hypersensibles et tout. Ils sont fragiles, ils sont vulnérables. Voilà. Je cherchais le mot, je ne trouvais pas. Et le reste, c'est l'entité, quoi. C'est des reptiliens. Donc on ne peut pas parler, selon toi, de caractéristiques communes au niveau de leur ADN éthérique. Je n'ai pas de réponse pour ça. Ok. Alors focus Marie-Claude sur, cette fois-ci, leur ADN physique. Oui. Ont-ils des caractéristiques communes? Et si oui, quelles sont-elles? Alors, je t'ai déjà dit par rapport à la sensibilité, la vulnérabilité. Dans le physique, c'est ça, ils sont très, très sensibles, vulnérables. Et donc, ils sont vite, déjà facilement interférés, quoi. Mhm. Là, nous parlons du plan émotionnel, Marie-Claude. Oui. Mais qu'en est-il de leur ADN? Sont-ils individuels ou vois-tu des similitudes entre eux? Si c'est non, c'est OK. Alors, j'ai ni non, ni oui, j'ai rien. Voilà. Donc, je OK. ne te réponds pas parce que je ne vois pas, au niveau de l'ADN, quelque chose qui soit comparable entre l'un et l'autre. OK. Alors quitte ces informations, Marie-Claude, tu prends une profonde inspiration, très profonde. Et on va vérifier autre chose. Selon toi, les tueurs en série ont-ils une part subliminale? Que perçois-tu? Alors, la part subliminale, elle est
toute petite, en fait. On pourrait dire qu'elle n'existe pas, quoi. Mhm. Comme si elle était enfermée, elle est bloquée, voilà. Elle peut pas. Ils ne sont pas libres, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas de relation entre le corps et la partie subliminale, c'est ça que je vois. Il n'y a Ok. pas du tout, la partie subliminale, elle est bloquée. C'est comme si on avait pris un morceau, tu vois. C'est pas complet. Mhm. Ok. Quelles sont les conditions que tu perçois comme étant les causes ésotériques liées aux tueurs en série? Tu peux répéter la question? Quels sont les facteurs, les conditions que tu perçois comme étant les causes ésotériques liées aux tueurs en série? Moi, je reviens toujours au même truc. Ils sont choisis parce que les causes ésotériques, c'est ça, c'est des êtres humains qui sont choisis que pour ça, en fait. Ils sont utilisés, voilà, par les entités que pour ça. Grâce Et à leurs pas, failles voilà, grâce à sur la le plan vulnérabilité. émotionnel. Voilà. Ok. On peut donc considérer que ce sont des êtres humains lambda, Marie-Claude, c'est ça? Ah oui, oui, au départ, enfin, le peu qu'il en reste dedans, oui, il y a une part humaine, bien sûr. Ok. Les 10% que je te parlais au début. Ok. Et la partie subliminale, ben, c'est comme s'ils avaient ôté une partie de l'âme. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, un jour, je suis partie en hypnose et là, je revois la même chose en fait. C'est comme un endroit où il y a des petites âmes bloquées, tu vois. Mhm. Et là, je vois ça et voilà, je vois les petites âmes qui sont bloquées. Voilà, c'est les âmes Non libre. non libres. Ouais. Ok. Autre question, Marie-Claude. Je t'invite à prendre une profonde inspiration. Très profonde. Selon toi, le mobile, la force motrice qui conduit la personne à commettre leur crime, le mobile donc d'un tueur en série peut être-il dû ou de nature karmique? Alors, non, je vois pas de karma là-dedans, moi. Alors, souvent, ils arrivent. Ils ont pour la plupart des enfances malheureuses parce que ça conditionne, tu sais, le peu d'humanité qu'ils ont en eux pour être sûr qu'ils fassent ce que les entités veulent. Et donc, quand ils tuent, c'est pour. C'est surtout aussi. Bon, déjà, ça impacte la personne qui tue, bien sûr, mais c'est pour impacter tous les humains qui sont autour aussi, tu vois. Mhm. C'est un ensemble en fait. Les entités utilisent, tu vois, un humain, mais en fait c'est pour impacter des dizaines d'autres autour. On est Parce que d'accord. quand ils tuent leur proie, ben, tu vois, ça multiplie les personnes qui vont être dans des fréquences négatives en fait. Mhm. Je comprends, Tu vois. Marie-Claude. On va se réserver ça pour la partie libre. C'était quoi la question? La raison, euh,
qui les poussait à commettre des meurtres, si ça pouvait être une raison karmique. Non, non, Non. c'est pas karmique du tout. Ok. C'est juste, c'est contrôlé par les entités, donc le karma là-dedans, non. Ok. Une profonde inspiration, Marie-Claude. Très profonde. Et la question suivante. Le mobile d'un tueur en série peut-il être de nature généalogique? Que perçois-tu? Non, au niveau des mobiles, ça peut pas être généalogique puisque c'est... j'en reviens toujours au fait que de toute façon, c'est des entités qui font ça. Donc, si c'était généalogique, ça aurait un impact sur le peu de parties humaines qu'il a, mais c'est pas ça en fait qui se passe, non. C'est pas généalogique. Ok. Selon toi, pourrait-il y avoir une relation entre la possession et les tueurs en série? Si oui, que perçois-tu à ce sujet? Même si on en a déjà parlé. Alors, bah oui, pour moi, c'est que de la possession, hein. C'est d'ailleurs, ils sont tellement possédés que tu sais, la plupart, ils en oublient de ce qu'ils ont fait. Tu sais, il y en a qui disent qu'ils ont complètement tout occulté. Et en fait, forcément, puisque c'est pas eux qui agissent, en fait, c'est pas la partie humaine qui agit, c'est l'entité qui agit en eux. Et donc, ouais, elle prend tellement la place, tu vois, que, que l'humain là-dedans, il en oublie, quoi. Il est même pas dans, il est pas dans le crime, en fait, tu vois. Donc, la plupart, quand on leur pose des questions qu'ils ont tout oublié, ils ont réellement, ils n'ont pas le souvenir. Ouais. Ok. Question suivante, Marie-Claude. Pourrait-il y avoir une relation entre le portail vivant et les tueurs en série? Alors, je comprends pas trop, mais je comprends pas trop la question. Pourrait-il y avoir une relation entre le portail vivant et les tueurs en série? Que perçois-tu à ce sujet? Qu'est-ce que ça t'inspire? Quelle relation pourrait-il y avoir entre le vivant et les tueurs en série? Tu m'en parlais tout à l'heure, Marie-Claude. L'impact. L'impact sur les autres. Ah bah si c'est pas pour parler des autres, bah oui, bah c'est tout ce que... c'est comme si... quand un tueur en série tue, il ne tue pas que la personne, il est impacté lui, il impacte la personne qui tue, toute la famille, tous les amis, tout le monde est impacté tout autour d'eux, quoi, en fait. Donc si c'est ça, en fait, le vivant, oui, bien sûr, il y a c'est comme un outil, en fait, que les entités utilisent pour multiplier les fréquences négatives Et impacter la masse. et impacter tout le monde. Ouais, ouais. Okay. Et avec ça, voilà, ils impactent tellement de gens, parce qu'en plus, les tueurs en série, voilà, ils tuent pas qu'une personne, donc s'ils en tuent 10, 15,
à chaque fois, les personnes sont multipliées par autant, ou si c'est pas plus, autour de la famille, les amis, les enfants, tout le monde. À ce niveau-là, c'est Ouais, aussi très médiatisé. oui. Plus, voilà, tous les gens qui entendent, bien sûr. Oui. Ok, Ça met tout le monde dans la peur, en fait. Voilà. ok, Marie-Claude. Alors, un peu plus de perspective avec une profonde inspiration, Marie-Claude. Et on y va pour la dernière question. Pourrait-il y avoir une relation entre le contrôle mental et les tueurs en série? Alors, c'est même pas un contrôle mental, c'est que c'est comme si la personne, elle n'existait plus, en fait. C'est que l'entité, quoi. C'est alors, oui, on peut appeler ça un contrôle mental, finalement, mais c'est plus le mental de la personne elle-même qui est là. C'est l'entité qui a pris toute la place. C'est comme si, oui, l'entité, elle prend tout le contrôle. Ève? Je t'entends plus. Tu m'entends, Ève? Je suis là, Marie-Claude. Je suis là. J'entendais plus rien, je me demandais, je pensais que ça avait coupé. Désolée. Prends une profonde inspiration, Marie-Claude. Et focus sur un tueur en série. L'autre, celui que tu voyais au tout début. Oui, j'y suis là, je l'ai. Fais défiler le temps, les crasses, les meurtres, la possession. Et va à un moment où il paraît plus tranquille, plus calme. Et dis-moi, dans quel état de réflexion est-il? Alors, le moment où il est plus calme, là, je le vois, il est enfant. Et c'est dans la petite enfance, en fait. Ok, Marie-Claude, quitte cette scène et on avance dans le temps. Oui. On va au moment où il se retrouve seul, peut-être plus libre mentalement, après avoir commis ces meurtres. Dans quel état d'esprit est-il? Dis-moi. Alors, il comprend pas. A-t-il des souvenirs? Alors, il c'est comme si ce qu'il a vu, c'était pas lui qui l'avait fait. C'est comme si il voit tout ce qui s'est passé, puisque voilà, il a vu bien sûr, Mhm. mais il est dans l'incompréhension parce que il, il sent qu'il y a quelque chose en lui, c'est comme une force maléfique, on peut dire ça, je sais pas. C'est comme une force qui est en lui qui est incontrôlable en fait. Il a la sensation que c'est pas lui quand même, il le sent ça. Ok. Alors quitte cette scène, Comme, Marie-Claude. comme, euh, comme une schizophrénie un peu. Ok. Quitte cette scène, de retour dans le présent. Et je ne peux m'empêcher de penser au meurtre de masse. Je pense à Charlie, à la Croisette, Nice, il y a quelques années. Alors, selon ton choix,
focus sur une de ces des événements. L'un de ces événements. Je suis avec le chauffeur sur la croisette. Mhm. Et alors, je sens dans sa tête comme si c'était... Comme s'il y avait le feu, quoi. Ça brûle, dans sa tête, il y a... Ses pensées sont mélangées, c'est En que de boucle. la colère, de la violence, c'est comme de la furie, quoi. De la folie, hein, nous on appelle ça folie, mais là c'est incontrôlable en fait. Regarde ses yeux, focus sur ses yeux, Marie-Claude. Comment sont-ils? Alors quand je fais focus sur ses yeux, je vois des yeux jaunes avec des pupilles verticales. Combien de temps reste-t-il dans ce corps? Regarde. Tu parles de l'entité? Oui. En fait, elle est là depuis longtemps. Elle était là avant qu'il soit dans le camion, hein, bien sûr. Comment elle est. Ça fait longtemps qu'il est habité par cette entité. C'est quelqu'un qui est violent, je le ressens là, tu vois, c'est un peu désagréable. Tu prends une profonde inspiration, Marie-Claude, et capte ses pensées. Alors ses pensées, c'est pas les siennes, c'est celles de l'entité il a comme un implant dans la tête et c'est en boucle, en boucle, en boucle, toujours tuer, tuer, tuer. C'est il faut que tu les tues, il faut que tu les tues, c'est que ça que j'entends. Il faut que tu tues tout le monde, c'est que ça, c'est que la persécution un peu morale, quoi. Alors, dis-moi, Marie-Claude, dans quel but prennent-ils possession de ces corps? Autre que de commettre ces meurtres de masse. Quel but? Quel impact? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ben, c'est ça, impacter tout le monde. Mettre les gens dans la peur, des fréquences négatives, de tristesse, de colère, toutes ces mauvaises fréquences, ils veulent que ça en fait. C'est des entités qui sont très dures. Ok. Ils ont besoin tu vois, je ne savais pas, mais là j'ai l'impression d'avoir affaire à des entités qui sont beaucoup plus violentes que celles que je vois habituellement. Et je le ressens beaucoup là, c'est différent. Ils ont vraiment besoin de ces fréquences négatives fortes, quoi. Sur le collectif, donc. Ouais, sur le collectif, sur tout, ça les nourrit. Ok. Selon toi, Marie-Claude, y a-t-il co-création entre le monde éthérique, les médias et les dirigeants? Dans ce cas de tueurs en série, qui sont généralement très médiatisés, y a-t-il co-création entre eux? Dis-moi. Alors je sens une co-création. Oui. C'est surtout à mettre les gens dans la peur. Mhm. Ouais, les politiques sont impactés au niveau des entités aussi. Donc du coup, c'est comme s'il y avait un dialogue entre tout ça et que ça fasse monter un peu la mayonnaise, tu vois. C'est Oui, c'est un ensemble. Donc tous ces tueurs en série sont juste des marionnettes, c'est Ah ça? oui, ah bah oui,
totalement. Oui, oui. afin de créer peur et basse vibration sur le collectif. Oui, oui, oui. Et c'est une récolte de masse pour les entités, donc. Ah oui, surtout une récolte puissante. Voilà, je ne trouvais pas le mot, c'est la puissance des fréquences négatives. Elles sont vraiment là au summum, tu vois, et ils se régalent vraiment là. Oui, que ce soit la peur des gens, tout, la tristesse, la colère, tout est là. Prends un peu plus de perspective, Marie-Claude, et dis-moi depuis quand procède-t-il de la sorte? Est-ce nouveau? Non, ça a toujours existé. Là, je suis en train de voir les gladiateurs. Mhm. Quand ils s'entretuent, tu sais, c'est pareil. C'est quand on mettait aussi les lions, tu sais, les lions dans les arènes, là, tu vois, c'est pareil. C'est tout pour faire peur, pour ouais. Les corridas, tout ça, c'est des choses dures, tu vois, c'est pour ça impacte tellement de gens, tu vois, tout en même temps que bah, eux, ils sont contents parce que la plupart des gens sont interférés, donc voilà, ça fait de la bonne nourriture pour eux. Ok, Marie-Claude. As-tu d'autres choses à rajouter? Non, Ok. Donc, je t'invite à déconnecter de toutes ces informations, Marie-Claude. oui, Tu te déconnectes à mon 1 de tout et de tous. Déconnecte. Et à mon 2, Marie-Claude, je t'invite à prendre à nouveau une profonde inspiration et d'apporter dans ton corps toutes les énergies positives, des énergies idéales, afin de te ramener parfaitement centrée, légère, dynamique. Tu as déjà l'envie de te mouvoir, Marie-Claude, à ce stade, en forme et pétillante. Et à mon 3, Marie-Claude, à mon 3, tu peux ouvrir tes yeux. 3. eh bien, On va dire au revoir à tout le monde. au Merci revoir, Marie-Claude. au revoir tout le monde. J'espère que ça fera sens chez certaines personnes. Voilà. Mm, Et oui, on propose à la prochaine. à la prochaine. Oui, oui, à Merci bientôt. Marie-Claude. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.